Merci. Alors, tous les pays arabes souffrent des mêmes problèmes. La fermeture de l'espace politique, c'est la question politique. Dysfonctionnement économique, chômage rampant dans tous les pays, y compris dans les pays pétroliers. Et en même temps, un sentiment d'humiliation permanente, imposé par les régimes et leurs alliés occidentaux. Humiliation face au blocage de la question palestinienne, humiliation par rapport à des tas de situations, l'invasion américaine en Irak, la présence de l'OTAN en Afghanistan, tout ceci, directement ou indirectement, est perçu comme une blessure béante. Les problèmes sont donc les mêmes. Les situations de chacun des pays sont différentes. L'histoire, la géographie, la société, le niveau d'éducation, le niveau de développement économique, dans chacun des pays, c'est différent. Et donc, si vous prenez maintenant cas par cas, le Maroc a réussi à désamorcer le vent de révolte. Très rapidement, le Maroc a présenté quelques réformes constitutionnelles. Il a organisé un référendum. Les Marocains ont tenu des élections. C'est un parti islamiste modéré qui a gagné les élections et le Premier ministre, pour la première fois de l'histoire du Maroc, c'est un islamiste, c'est Benkiran. Donc le roi du Maroc, très habilement, a réussi à désamorcer la colère du peuple. D'autant plus que personne ne scandait au Maroc, disait « dégage ». C'est que la monarchie marocaine s'identifie largement au peuple marocain. Et pour le peuple marocain, c'est une dynastie qui est bien sûr contestée par des groupuscules, mais globalement, c'est une monarchie qui est là depuis le XVIe siècle et qui est un élément essentiel, la pierre angulaire de l'identité marocaine. Donc là, le Maroc a échappé pour l'instant à une contestation généralisée. Le roi est là, mais des ouvertures sont faites. Et moi qui enseigne au Maroc, je vois qu'il y a une explosion des médias au Maroc, une liberté que je vois au Maroc, du temps de Hassan II, était quasi inexistante. Personne ne se sent contrôlé. Il y a une liberté de ton, une liberté de comportement. Et le Maroc est engagé sur la voie du développement économique de manière réelle, en dépit du fait qu'il y a des problèmes réels de corruption, un pouvoir parallèle qui est le Makhzan, et le roi même qui accumule des fortunes colossales qui commencent à être d'ailleurs dénoncées par les Marocains eux-mêmes et par des étrangers, notamment le livre Le roi prédateur. Mais pour l'instant, le Maroc a réussi à braver la tempête. L'Algérie, d'abord la société est très composite. Berbère, arabe, francophone, arabophone, le sud versus le nord. L'armée est derrière le régime, c'est-à-dire que s'il y a des manifestations qui sortent, l'armée va les mater comme c'est le cas de la Syrie. Il n'y a pas de doute. D'ailleurs, l'armée n'a pas lésiné sur les moyens tout au long des années 90 pour lutter contre les islamistes. Et lorsqu'il y a eu des manifestations du pain en Algérie en 1988, on a tué 500 personnes. Donc on ne fait pas dans la dentelle. L'armée restera derrière le régime parce que Bouteflika finalement est une figure cosmétique en tant que président de l'Algérie. Je ne vais pas offenser les Algériens ici. C'est une figure cosmétique. Celui qui détient le pouvoir réellement en Algérie, c'est l'armée. Et en plus, il y a quand même, l'Algérie est un pays riche avec son pétrole, son gaz, 54 milliards de dollars de revenus par an, de recettes par an. Ça permet quand même au régime de distribuer une partie de cette rente sous forme de logement social, sous forme d'éducation, sous forme de création d'emplois, fût-il fictif, dans l'administration de l'armée. Et cela permet de désamorcer pour l'instant la révolte. D'autant plus que les Algériens ont connu une guerre de libération qui a tué 1 million d'Algériens sur 8 millions. Et puis une révolte matée dans le sang en 1988. Et puis alors une guerre civile qui a fait 200 000 morts dans la décennie 90. Et donc les Algériens, comme on dit en anglais, they don't have the stomach to repeat it again, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus le courage de recommencer à replonger dans l'instabilité. Donc, pour l'instant, l'Algérie est à l'abri, mais l'exigence de réforme est plus réelle que jamais.
Surtout l'exigence de création d'emplois, et c'est ça le principal défi auquel les Algériens doivent faire face dans les années à venir. Si vous prenez maintenant, tournez le regard vers Bahreïn, Bahreïn, la révolution n'a pas prospéré. Pour des raisons géopolitiques, essentiellement géopolitiques. Décrire Bahreïn, c'est simple. C'est une monarchie sunnite, proche de l'Arabie saoudite, mais qui est minoritaire. La population est majoritairement chiite. Et donc, jamais l'Arabie saoudite ou les États-Unis ne permettront la destruction de la monarchie sunnite pour installer à la place une république chiite qui serait évidemment l'allié de l'Iran. C'est une invitation au loup iranien dans l'arrière-cour des États-Unis, c'est-à-dire au cœur du Golfe, là où les Américains ont la plus grande base navale américaine dans la région du Golfe. C'est à Bahreïn. Donc, les chars saoudiens sont arrivés, ils ont protégé la monarchie sunnite. Les Américains n'ont pas dit un mot. La démocratie, ça peut attendre. Pour l'instant, la géopolitique a prévalu sur la démocratie. Point à la ligne. La Tunisie, la Jordanie de même. Le roi a changé de ministre, trois ministres en l'espace de 6 mois pour donner le sentiment qu'il réagit aux demandes de son peuple, mais le problème en Jordanie, c'est essentiellement de nature économique, et les Jordaniens demandent cependant que le roi sévisse contre les dérives de la corruption dans les hautes sphères de l'administration, ce qu'il essaie de faire, mais la Jordanie connaît quand même des élections périodiques avec un parlement, mais la réalité du pouvoir demeure dans les mains du roi. Les Américains ne lâcheront jamais la monarchie de roi de Jordanie, sauf dans un scénario. C'est lorsque les Américains décident avec les Israéliens qu'il n'y aura pas un État palestinien en Palestine, mais qu'on va installer un État palestinien en Jordanie. C'est ce qu'on appelle l'option jordanienne. Mais pour l'instant, les Américains sont derrière la monarchie jordanienne parce que la Jordanie est une pièce maîtresse sur l'échiquier du Proche-Orient. C'est un allié inconditionnel des États-Unis. Elle vit d'ailleurs en partie de l'aide européenne et de l'aide américaine. Vous voyez donc, maintenant, il y a des velléités de printemps arabe au Soudan. On va voir comment les choses vont évoluer. Mais il y a beaucoup de mécontentement au Soudan et ça va être d'ailleurs écrasé dans le sang. Mais les Soudanais sont des gens têtus et donc il faut surveiller ce qui va se passer au Soudan dans les semaines à venir. Vous voyez, même problème, situation différente. Et donc c'est pour ça que le printemps prend dans chacun des pays une direction différente. Naturellement, liberté c'est bon, mais liberté économique c'est encore mieux. C'est-à-dire que les Arabes demandent des emplois. Ils sont éduqués, ils sont connectés, ils voient ce qui se passe dans le monde. Ils ne comprennent pas que leur pays ait tant de ressources et qu'ils moisissent dans un chômage qui dure quelquefois de plusieurs années. Il y a des associations des chômeurs diplômés au Maroc et dans les autres pays. 150 000. Ce sont des ingénieurs, des gens qui sont sortis des meilleures universités, qui ne trouvent pas de boulot. C'est le cas en Tunisie, c'est le cas en Égypte. C'est un problème lancinant. Et donc, il faut un développement qui essaie d'éradiquer la pauvreté, qui essaie de s'occuper de la question du genre, la question féminine en l'occurrence, et qui essaie de moraliser le fonctionnement économique de la société, ce qui passe par l'éradication de la corruption. Et ça, c'est une tâche de longue haleine pour les années à venir. Quant à penser à un développement autocentré, endogène, déconnecté par rapport au monde, je crois que c'est une vaste illusion. Aujourd'hui, même les Chinois s'ouvrent, tous les pays s'ouvrent. Un développement autocentré dans des petits marchés, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, mais ce que les pays arabes peuvent demander, c'est des rapports moins asymétriques avec le monde extérieur, moins inégaux, plus équitables, et ça, on ne peut le demander que si on a des États arabes qui sont capables de défendre l'intérêt collectif et non l'intérêt individuel. Voilà.